Bonjour les amis, en ce dimanche 14 mars, où le programme de cette matinée, qui va durer à peu près une heure et demie, est orienté vers la préparation à la soutenance. Cette soutenance se prépare comme toutes les épreuves du DEC à la maison, en ayant une méthode que je vais vous présenter dans quelques secondes. En effet, la première chose à faire quand on prépare une soutenance, c'est de se dire que on a affaire à deux personnes, soit deux experts comptables, soit un expert comptable et un universitaire. Je vous dirais que par rapport aux besoins et aux réponses techniques, il faut mieux avoir deux experts comptables que d'avoir un universitaire très universitaire, je m'explique, et qui vous pose souvent des questions qui sont à la limite du programme de votre travail. Ça n'empêche pas que vous devez rechercher dans un premier temps une liste de 5 mots-clés de votre mémoire. Ces mots-clés de votre mémoire, qui ne sont pas simplement à l'intérieur de votre titre de mémoire, ces mots-clés vont vous servir à alimenter votre travail de préparation et votre travail d'organisation. En effet, vous avez besoin de savoir que ces 10 minutes de soutenance vont être fondamentales dans l'état actuel des textes, dans la mesure où malheureusement, malgré le forcing que je fais depuis plusieurs années auprès de la présidence du jury, qui m'avait sollicité en 2018 pour lui faire des propositions de barème pour cette épreuve, je n'ai jamais eu pour le moment la possibilité euh, d'avoir un barème que je proposais depuis très longtemps et qui n'a pas été pour l'instant entériné. Et ce barème, il manque parce que, sachez-le, ce barème manque pourquoi? Parce que bien souvent, et c'est là où la soutenance a un rôle plus important que normal, bien souvent les gens euh, se cabrent un petit peu sur la soutenance et mettent une note, non pas par rapport aux mémoires, mais une note par rapport à l'impression que donne le candidat. Alors que pour moi, je vous le dis, mais carrément, le mémoire doit représenter, je dirais, beaucoup plus que la soutenance. Le mémoire, c'est des mois de travail, c'est des moments difficiles, alors que la soutenance, c'est au maximum une heure. Alors, vouloir donner trop d'importance à la soutenance, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais malheureusement, tenant compte de l'habitude actuelle, de la manière de juger les candidats, il est évident que la soutenance doit être préparée avec énormément d'importance. Et nous avons à cette occasion le travail de préparation qui va consister, en ce qui me concerne, à vous réserver durant la semaine jusqu'au 15 avril des soutenances individuelles de 30 minutes. C'est-à-dire, il y aura 10 minutes d'exposé et il y aura 20 minutes de questions. Ça va passer à partir du 15 avril à 45 minutes jusque la veille de votre convocation et le matin même de votre convocation. Parce que quand vous avez éventuellement une convocation à une date donnée, on s'organise pour faire un rendez-vous le soir et un rendez-vous le matin. Ça dépend l'heure de la convocation. Le rendez-vous le soir, c'est vers 19 heures et le matin, ça peut être 7 heures si vous passez à 9 heures ou ça peut être 10 heures ou 11 heures si vous passez à 14 heures. Ça dépend bien sûr de l'heure de votre convocation. Mais pour nos amis qui viennent de loin, il est évident qu'ils passeront le 4, 5 et 6 mai. C'est une certitude puisqu'ils ont déjà eu l'occasion d'avoir un courriel de la part du SIEC qui annonce qu'ils seront convoqués pour éviter un certain nombre de choses. Cette épreuve de 10 minutes doit être
organisé avec un plan de travail que vous allez devoir présenter à votre jury. D'abord, quand on arrive devant le jury, et je voudrais saluer ce matin la présence d'un ami qui nous aide depuis l'an dernier, qui est un diplômé de haut niveau, qui s'appelle Cyril et qui vient du Bénin et qui a participé l'an dernier avec moi à la préparation des épreuves orales. Ses remarques pertinentes ont été vraiment appréciées et j'ai demandé à Cyril, qui est devenu un ami, de pouvoir être présent, en particulier le dimanche. Il est donc présent avec nous ce matin, il prendra la parole dans quelques minutes. Dès qu'il a envie de prendre la parole, il m'interrompt et il prend la parole. Et vous verrez combien Cyril va être un atout formidable pour notre préparation. Je vous rappelle les 4 parties d'un mémoire, mais je vous rappelle, je dirais, comment ça se passe. Vous allez arriver au centre d'examen des épreuves orales, qui ne sera pas probablement Arcueil, j'en suis sûr, au mois de mai, mais qui sera probablement, bien sûr, Villejuif ou Villepinte, selon la disponibilité des salles et selon aussi les règles que la pandémie nous impose. Vous allez arriver forcément avec une convocation, votre carte d'identité, un appariteur va vous diriger vers la salle d'attente de votre jury. Dans cette salle d'attente, vous allez rencontrer des collègues comme vous. L'appariteur qui surveille la salle d'attente va vous redemander votre convocation et votre carte d'identité, va vous demander de vous asseoir et d'attendre qu'on vienne vous chercher. Déjà, au niveau de la salle d'attente, il y a déjà un moment de préparation. C'est-à-dire, il y a un moment de, pas de recueillement, mais un moment de détermination. Pendant ces moments-là, vous devez apprendre à éliminer ce stress qui est normal et qui est un stress il n'y a jamais de stress qui est bon, mais il y a des stress qui vous donnent l'illusion que ça peut être bon. Bref, quoi qu'il en soit, il faut apprendre à respirer. C'est-à-dire, de manière simple, à faire un petit exercice qui est très simple, de manière discrète vis-à-vis de ceux qui vous entourent, c'est d'inspirer profondément pendant 5 secondes avec le nez, inspirez profondément, vous cachez un petit peu avec la main, vous devez expirer avec la bouche pendant 5 secondes également, et après vous devez vous arrêter de respirer pendant 5 secondes. C'est-à-dire vous faites 3 fois 5 secondes, et vous le répétez au moins 5 fois, avec une petite pause entre les deux. Et vous verrez que rien que par la respiration, votre stress va diminuer. La salle d'attente, vous êtes arrivé vers 9h30, vous passez à 10h, et en conséquence, vous avez encore une demi-heure devant vous. Eh bien, vous êtes dans cet environnement où vous êtes en train de gagner votre soutenance en vous disant que la soutenance, ça va se passer devant 2 personnes qui sont pas des personnes surnaturelles, ce sont des personnes comme moi, qui ont fait ce matin les mêmes gestes en se levant. Ils sont allés aux toilettes, ils se sont lavés, ils se sont pris une douche et ils sont devant nous. C'est pas 2 personnages hyper importants, c'est 2 VIP tout simplement. Et j'ai eu dans ma carrière aussi, chacun d'entre vous peut se dire la même chose, j'ai eu dans ma carrière des clients difficiles. Et ces clients difficiles, exigeants, ce sont ces clients-là qui m'ont fait progresser. Eh bien là, vous devez vous mettre dans la tête qu'il ne faut pas donner trop d'importance à cette épreuve et que c'est 2 clients que vous allez rencontrer. Une fois que vous avez fait toute cette décontraction, vous avez été, je dirais, en dehors de ceux qui vous entourent, vous avez ignoré ceux qui vous entourent, parce qu'ils sont comme vous, alors vous restez dans votre bulle. Et une fois qu'on vient vous chercher, vous allez arriver tranquillement, ça dépend de l'endroit, mais Arcueil, c'est une grande salle. À Villejuif, je crois qu'il y a des endroits où c'est des petites salles par jury. Moi, j'apprécie mieux les petites salles par jury plutôt qu'une grande salle où malheureusement il y a des gens qui parlent plus fort les uns que les autres et c'est pas toujours formidable. Par contre, vous arrivez devant le jury. Vous voyez 2 personnages et déjà vous voyez
la physionomie, si vous avez fait un peu de morphopsychologie, vous pouvez donc déjà tirer un trait sur la personne ou les personnalités de ceux qui vont vous interroger. Alors, s'il y a une femme et un homme, moi, je considère qu'on n'est plus des enfants. Vous allez devant la dame et vous lui tendez la main. Vous verrez bien ce qu'elle va vous dire, mais avec les mesures barrières, c'est pas recommandé. Donc, vous allez devant ce jury puis vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. Si c'est deux messieurs, bonjour messieurs. Si c'est deux dames, ça arrive aussi. Bonjour mesdames. Vous attendez qu'elle vous demande ou qu'il vous demande de vous asseoir. Donc, vous attendez une seconde ou deux. On vous demande de vous asseoir et au moment où vous asseyez, vous avez votre ordinateur qui a été mis en route pendant la salle d'attente vers -5. Vous l'avez mis en route, vous avez mis votre écran et vous demandez au jury si il n'y voit pas d'inconvénient à ce que vous présentiez en mettant comme ça sur le côté gauche votre ordinateur avec votre souris pour faire avancer, bien sûr, autant que faire se peut, le déroulé de votre diaporama. En effet, on en parlera tout à l'heure, il me semble aujourd'hui, en 2021, qu'un cadre supérieur comme vous, présentant un travail de plusieurs centaines d'heures, en dehors du travail écrit qu'il a remis au jury, il peut s'équiper d'un diaporama qui, pour moi, est absolument incontournable. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres instruments complémentaires ou substitutifs qui est ce qu'on appelle une brochure pour rappeler l'ensemble des travaux qui ont amené votre mémoire avec ses conclusions. Je vous enverrai à mon groupe les différentes brochures et diaporamas qui ont été organisés les années précédentes et vous aurez une idée de l'intérêt du diaporama, de la brochure ou des deux. Ça sera à envisager. Vous êtes devant le jury, celui-ci vérifie votre carte d'identité également et vous dit, monsieur, on vous écoute. À partir de là, vous avez une procédure que je considère comme normale. Vous rappelez le sujet de votre mémoire. Madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la soutenance d'un mémoire qui porte sur le thème, et vous rappelez le thème, même si, bien sûr, tout le monde le sait, mais c'est la politesse de rappeler le thème et vous faites un exposé qui doit être organisé, cadré. Ensuite, vous dites, Madame, Monsieur, je me permets de vous présenter le plan de mon exposé qui sera décomposé en 4 parties. La première, ce sera mon cursus académique et professionnel. La deuxième partie, c'est pourquoi j'ai fait ce mémoire. La troisième partie, ce sera en particulier les apports scientifiques, c'est-à-dire toutes mes recherches par Internet, toutes mes lectures qui se sont concrétisées par ma bibliographie. Et la quatrième partie, Madame, Monsieur, ce sera les apports techniques et professionnels qui, là, rentreront dans le déroulé du mémoire et ses différentes parties. Voilà comment on attaque. Une fois que vous avez présenté, vous savez qu'il faut répartir à peu près le temps pour arriver à ne pas dépasser 10 minutes. Alors, vous allez me dire, ça dépend des jurys. Oui, il y a des jurys qui sont relativement souples et que vous pouvez parler, même certains ont pu parler un quart d'heure, mais c'est pas la généralité. La règle, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Donc, vous devez savoir que les différentes parties que je viens de vous rappeler doivent être cadrées selon un horaire que je considère comme normal. Il faut pas une minute pour parler du cursus académique et professionnel. Je vous interdis de donner le nom du cabinet ou le nom du grand groupe dans lequel vous travaillez, et le jury n'a pas le droit de demander le nom du cabinet, je vous le dis. Donc, il y a une volonté de ne pas, je dirais, donner le nom du cabinet. Ensuite, vous avez éventuellement à insister sur les points qu'on va développer ensemble dans quelques minutes. Donc, pour l'instant, je vous ai présenté le cas. Donc, cursus académique et professionnel, même pas une minute.
même pas une minute pour pourquoi j'ai fait ce mémoire, ça fait 2 minutes de prix. Ensuite, il y a la troisième minute, c'est les apports scientifiques, ça fait aussi 1 minute. Je suis allé sur beaucoup de sites, etc., etc. J'ai fait un travail de recherche. Je vous montrerai, je ferai tout à l'heure, si vous voulez, un exemple. Ensuite, je vais vous parler de la quatrième partie. Oh, alors là, c'est 7 minutes. C'est là où le déroulé de votre mémoire va apparaître avec le diaporama. Alors, le diaporama, le premier slide, c'est de rappeler votre nom, prénom, c'est tout, et le thème de votre mémoire. Le deuxième slide, c'est mon cursus académique et professionnel avec 2-3 lignes, c'est pas la peine. Un slide doit être clair avec des mots forts et pointe à la ligne, pas des paragraphes entiers, c'est ridicule. Le gars, il sait lire et il n'a pas besoin, il faut simplement marquer l'esprit. Il faut marquer l'esprit du jury. Il faut l'attirer sur les mots forts de votre mémoire. Donc, deuxième slide, c'est cursus académique et professionnel. Troisième slide, c'est pourquoi j'ai fait ce mémoire, avec les idées maîtresses. Et quatrième, c'est les apports scientifiques. Et après, vous avez le déroulé du mémoire, les apports professionnels et techniques. Première partie du mémoire. Vous prenez les grands chapitres avec les mots forts et vous ne devez pas dépasser 10 à 15 slides au total. Donc, c'est pas la peine d'abrutir le jury de slides et avec des mots simples, avec pas des phrases entières, des mots forts, mais pas des paragraphes entiers que vous reprenez d'un mémoire que vous collez là-dessus. C'est complètement ridicule. Il y a des gens qui ont déposé sur le slide des dizaines de schémas, mais ça n'a rien à foutre, ça. Les schémas, ils sont à la disposition du jury sur le machin, ils n'ont pas besoin de le regarder, à moins que vous ayez un schéma particulier très simple que vous aimez commenter à travers le diaporama. Mais il faut vous comporter comme cela, et la répétition que vous ferez avec moi et avec le groupe, avec moi c'est individuel, avec le groupe, ça sera avec moi bien sûr, mais avec l'ensemble des autres amis, eh bien, doit être pour vous organisé d'une manière pédagogique et vous devez vous dire que je n'ai pas à mettre des tableaux entiers sur un diaporama, non, je mets que des mots simples et des mots forts. Et je vous demande également, pour terminer votre exposé, d'être habile. D'être habile de la manière suivante. Madame, Monsieur, je termine l'exposé par exemple. Madame, Monsieur, je vous remercie de votre attention. Je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à vos questions, mais j'aimerais terminer cet exposé par une citation qui est liée à la fois à mon comportement et liée à la fois à mon travail. Donc il faut que vous trouviez une citation de quelqu'un important. Ça peut être également, pourquoi pas, le président du conseil supérieur, ça peut être le président de la compagnie, ça peut être un auteur comme Peter Drucker, comme un philosophe comme Confucius. Il y a tellement de citations et je peux vous aider pour chacun et chacune d'entre vous à vous proposer. Moi, j'ai un cocktail de citations énorme. D'ailleurs, je vous ai envoyé récemment des citations à exploiter si vous le souhaitez. Mais il faut que vous réfléchissiez à terminer votre exposé en essayant de provoquer un sourire chez les examinateurs. C'est une technique qui emporte forcément beaucoup plus d'adhésion que celui qui dit voilà, j'ai terminé mon exposé. On a moi j'ai tellement de vécu que je suis quelquefois effondré de voir comment un futur expert comptable peut terminer un exposé. Quelquefois, il y en a qui mettent 4 minutes, hein, ils mettent pas 10 minutes. Parce qu'il y en a beaucoup plus qui mettent beaucoup moins de temps que certains qui mettent beaucoup plus de temps. Je vous le dis, hein. Ça c'est la règle. La moyenne qui est recensée actuellement, c'est entre 7 et 8 minutes. C'est pas pénalisant pour autant, mais les 10 minutes, ça donne quand même l'occasion de s'exprimer et de convaincre. Parce que votre rôle lors de la soutenance, c'est de convaincre. C'est de convaincre le jury. Il faut vous apprendre à faire des intonations lors de votre soutenance, parce que la soutenance, n'oubliez pas, c'est une sorte de pièce de théâtre. Et vous devez savoir composer, savoir
je dirais, intéresser votre public et ne pas donner trop d'importance. Parce que les gens qui donnent trop d'importance, c'est ceux qui se disent si j'ai pas mon mémoire, comment ça va aller? Mon Dieu. Et la peur de gagner, ça peut être aussi une frousse. Quand vous regardez un match de foot, qu'il y a un gars qui est à la dernière minute du match et un penalty à tirer. On l'a vu avec la France contre l'Italie en 2006 à la Coupe du Monde. Il a donné trop d'importance à son tir. Si c'était dit, bon, c'est un tir comme un autre, j'y vais comme un autre. Mais là, il savait que s'il marquait, la France pouvait être championne du monde. S'il marquait pas, la France était éliminée. Malheureusement, il a tiré au-dessus et la France a été éliminée, battue par l'Italie. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut pas donner d'importance. C'est un rendez-vous comme un autre. Si vous mettez ça dans votre tête, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Ensuite, ce que vous devez bien apprécier, c'est que votre mémoire, votre soutenance doit faire ressortir deux choses importantes. Elle doit faire ressortir les apports concrets de votre mémoire et la différence par rapport à d'autres mémoires sur le même thème. Et vous avez chacun une différence. C'est dans la pédagogie, c'est dans la présentation de votre travail écrit et dans votre soutenance, vous avez une différence. Vous avez cette phrase que j'aime bien répéter, chaque personne est riche de sa différence. À vous de montrer votre différence. Et ensuite, vous devez être convaincu donc de ces apports réels par rapport à ce qui existe et votre différence par rapport aux mémoires qui se rapprochent. Je vous confirme, par exemple, que sur la transmission, vous avez plus de 200 mémoires en bibliothèque sur la transmission. Comment se fait-il qu'ils sont tous en bibliothèque? Ils ont eu au moins 13 ou 14. Ça veut dire qu'ils ont tous traité la transmission, mais avec des éléments différents. Surtout qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que le jury national est équipé de logiciels très performants pour le plagiat. Et il ne faut pas aller chercher un mémoire sur bibliothèque et de reprendre une partie du mémoire pour faire un paragraphe ou une partie de 20 pages et vous dire qu'ils ne verront pas. Et il y en a même qui ont été impressionnés. Vous savez que les mémoires, tous les mémoires, même ceux qui ne sont pas en bibliothèque, sont dans le logiciel anti-plagiat. Donc, si vous avez un ami qui a fait un mémoire sur le même thème que vous et qui a eu 10 au mémoire, donc il n'a pas été déposé en bibliothèque, et que vous vous amusez à aller chercher des idées et des paragraphes entiers de ce mémoire, vous allez affronter le jury et ce jour-là, ce ne sera pas celui qui vous a agréé qui sera présent, ce sera le président ou un membre du jury national qui sera devant vous et qui va vous dire monsieur, on vous écoute. Et au bout de 5 minutes, il va vous arrêter en disant monsieur, c'est pas la peine d'aller plus loin. Écoutez, on a constaté qu'une grande partie de votre mémoire a été copiée. Donc, on arrête cet entretien. Vous n'aurez pas de notes forcément, et vous serez convoqué dans quelques semaines devant le conseil de discipline qui vous donnera une sanction qui peut être une interdiction temporaire de composer, voire une interdiction définitive de pouvoir passer cette épreuve et de devenir donc expert comptable. Donc j'aimerais que vous mesuriez les dangers d'aller piquer des mémoires qui n'ont pas eu des notes mirobolantes et pour lesquelles vous croyez que seules les mémoires qui sont en bibliothèque sont dans l'ordinateur. Non. Tous les mémoires depuis 3-4 ans, j'ai bien dit depuis 3-4 ans, sont tous dans la mémorisation des services du jury national. Voilà ce que je voudrais vous rappeler également. Deuxième point important que vous allez devoir démontrer dans votre exposé, c'est la rentabilité de votre mémoire, la rentabilité de la mission. Parce que le jury, il va vous dire, madame, monsieur, c'est beau ce que vous dites, mais nous n'avons pas de précision pour nous montrer
que cette mission que vous nous proposez est rentable. Alors, bien souvent, quand on pose cette question-là, on voit le client totalement dérouté. Et il y a cependant une réponse toute faite, même si ce n'est pas le cas. Vous dites, Madame, Monsieur, oui, vous parlez de rentabilité, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Un expert comptable n'est pas un homme bénévole ou une femme bénévole. En tant que personne physique, on peut être bénévole, ça, chacun sa façon de voir, mais un cabinet comptable ne peut pas être bénévole. Et pour vous rassurer, dans notre cabinet, on a une comptabilité analytique très éprouvée, avec beaucoup de rigueur et de précision, et tous les travaux, exécutés par n'importe quelle équipe de la direction ou collaborateurs sont enregistrés au coût de revient et toutes les missions sont facturées par rapport au coût de revient du temps passé et on n'est pas là pour faire de l'argent. Donc ma mission que je vous ai proposée aujourd'hui a été une mission rentable pour le cabinet parce que personnellement, je n'aurais jamais présenté un mémoire qui n'aurait pas cette qualité de… Donc, je vais appeler quelqu'un qui s'appelle Jamal. Attendez, là. Je vais appeler quelqu'un qui s'appelle Jamal. Alors, si en attendant, vous pouvez également fusionner. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire, là. Il m'appelle. Voilà. Est-ce que vous êtes tous là encore? Oui, bon, Jamel, je vais le rappeler. Oui. C'est un nouveau candidat de Suisse qui vient de se mettre avec nous. Je continue donc en disant que la rentabilité, c'est 9 fois sur 10 une question qui est proposée. Autre chose que vous devez savoir préparer pour votre soutenance, c'est vous devez connaître le nom de beaucoup de présidents professionnels. Vous devez connaître le nom du président du Conseil supérieur actuel, le nom de la nouvelle présidente de H3C, le nom du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Vous devez aussi connaître le nom du président de l'autorité des normes comptables. Vous devez connaître le président de la Cour des comptes. Vous devez connaître le président du Conseil constitutionnel et vous devez connaître le président du Conseil d'État. Vous devez connaître également, si vous êtes français, le nom du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de votre région et le nom du président du conseil régional des experts comptables de votre région. Si vous venez d'un pays étranger, vous devez connaître le nom du président national de votre pays comme expert comptable et commissaire aux comptes, s'il y a 2 institutions. Mais comme la France est un des seuls pays qui a 2 institutions, bien souvent que ce soit nos amis camerounais que je vois là, nos amis béninois ou nos amis Côte d'Ivoire ou autres, ou Maroc ou Algérie ou Tunisie, c'est une seule instance à l'intérieur desquelles se trouvent des commissaires aux comptes. Mais vous devez connaître absolument ces présidents. Parce que moi, en tant que membre du jury, je posais souvent ces conditions-là et c'était pour moi relativement important que vous sachiez tout ça. Donc, je vais vous demander maintenant de bien réfléchir à ce que je vais vous indiquer comme conseil. Le conseil, c'est de pouvoir préparer chez vous un ajout d'informations entre le moment où vous avez déposé le mémoire, c'est-à-dire à la session du 28 février, vous avez déposé le mémoire au plus tard le 27 février, les amis. Et entre le 27 février et le 4 mai, date du début
des mémoires soutenances, il va se passer énormément de choses. Il se passe énormément de choses. Et pour montrer votre attachement à être quelqu'un qui est sérieux, qui est un futur expert comptable sérieux, vous devez préparer un certain nombre d'ajouts et vous mettez le nom, prénom, vous mettez mémoire sur le thème 2 et vous mettez complément d'actualité du 27 février à la date de votre convocation. Et vous imprimez les modalités ou un petit article qui démontre les ajouts. Ça, c'est hyper important et c'est souvent apprécié par le jury. Je ne vous demande pas de mettre 50 pages, ça c'est ridicule. Maximum 5 pages, minimum 2 pages. Donc voilà, pour que vous compreniez qu'il a pu se passer des décisions, qu'il a pu se passer des événements juridiques, fiscaux, économiques, qui peuvent influencer le thème. Ensuite, vous devez vous dire que les questions qui seront posées maintenant dans les soutenances sont des questions a priori que le groupe et moi-même auront posées. Je m'explique. En ce qui concerne le groupe, on va se voir environ 8 dimanches, sauf la semaine prochaine, je répète, où je ne vous verrai que de manière individuelle, pour des raisons familiales. Mais à partir du 29 mars, on va se revoir tous les dimanches. Et quand je dis 8, parce qu'il y en a qui vont être convoqués que le 20 mai, donc j'aurai l'occasion de les revoir les dimanches du mois de mai, en dehors du premier dimanche qui est le 2 mai. Certains de nos amis étrangers qui viennent de l'étranger auront terminé dès le 5-6 mai, mais d'autres ne seront convoqués que le 15, le 18, le 21 mai, puisque ça va jusqu'au 25 mai. Donc, en conséquence, tous les dimanches, et si vous en avez besoin, il y aura le groupe qui commencera, selon les personnes intéressées, dès 7 heures le matin. Mais je voudrais vous rappeler les questions qui sont souvent posées. Alors, vous allez vous en rendre compte, il y a des personnes qui arrivent avec un mémoire qu'on voit vraiment chiffonné, votre mémoire qui a été réceptionnée par les 2 membres du jury, on voit, et ça fait plaisir, que le jury a vraiment lu votre mémoire. Il a mis des postiches un peu partout, à des pages, et l'un des deux commence en vous faisant une remarque sur les fautes d'orthographe. Encore faut-il qu'il précise s'il y en a beaucoup ou pas. Dans ces cas-là, des exemples ont été vécus par d'autres candidats. Je m'explique. Vous constatez, malgré toute la bienveillance des amis qui vous ont aidé à, je dirais, à relire votre mémoire, vous constatez aux surprises, actuellement, au moment où vous allez préparer la soutenance avec moi, je vais le remarquer aussi qu'il y a quelques fautes d'orthographe. Vous allez faire 2 choses. Soit vous allez répéter sur la feuille que vous allez mettre en complément erratum, quelques fautes ont été constatées avec toutes mes excuses, et vous allez rappeler les fautes à la page. Vous avez peut-être fait 5-6 fautes, mais au moins, vous les avez rappelées. Vous sortez ces erratums que si le jury vous fait des remarques. Si le jury ne vous fait aucune remarque sur les fautes d'orthographe, ces erratums, vous les présentez pas. Donc, les erratums, c'est une feuille à part, j'ai oublié de vous dire. Vous faites erratum, une feuille à part. Mais quand il y a beaucoup d'erreurs de frappe, beaucoup d'erreurs d'orthographe, moi, j'ai conseillé à des candidats la chose suivante. Vous prenez 2 clés USB de faible taille, qui seront perdues forcément, que vous préparez pour le jury si, attention, vous l'avez dans votre poche, si le jury vous fait des remarques. Si vous ne faites pas de remarques, vous ne remettez pas du tout les deux, vous ne remettez pas du tout la clé USB. Ça marchait une fois sur 5, mais je vous dirais que j'ai rigolé parce que il y a un jour une Camerounaise très sympathique, vraiment sympathique,
Elle avait fait 86 pages à son mémoire. Elle avait, à mes yeux, plus de 150 fautes d'orthographe. Elle a passé devant un jury alors d'une sympathie formidable. Ils l'ont écoutée pendant ces 10 minutes qu'on avait préparées ensemble, parce que moi, je n'avais pas écrit son mémoire avec elle. C'était un mémoire. On m'avait sollicité pour la soutenance uniquement. Donc, je savais qu'il y avait 156 fautes. Et je lui avais dit, vous préparez deux clés USB, parce qu'avec les 156 fautes, ça ne va pas passer. J'en suis certain. Ils lui ont fait passer les 10 minutes et ensuite, ils lui ont parlé du Cameroun, de la situation économique, qu'est-ce qu'elle pensait, des conseillers fiscaux et des experts comptables. Bon, ça durait une demi-heure, les questions, donc au total, on est arrivé à 45 minutes. Et la candidate a eu cette délicatesse à la fin de son exposé de dire, messieurs, je vous remercie de ce moment que je viens de passer avec vous, mais je voulais d'abord présenter toutes mes excuses pour le nombre de fautes que j'ai pu faire dans ce mémoire. Elle avait été mise en confiance, donc elle avait été jusqu'à là. Et elle dit, je vous ai préparé pour chacun d'entre vous une clé USB avec un mémoire qui, je pense, a été corrigé de toutes ses fautes. Le jury lui répond en souriant, mais madame, faites-vous pas de soucis, gardez vos clés USB, on s'en est même pas rendu compte de vos fautes. Allez, passez une bonne journée et rentrez bien au Cameroun. Et elle a eu 14. Alors, c'est pour vous dire que il y a des membres du jury, là je vais être un peu sévère, qui font un travail sérieux. Et vous le voyez à travers le mémoire qui a été lu, relu, etc., avec des postiches. Par contre, vous allez voir des jurys où le mémoire est impeccable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les membres du jury, et je pèse mes mots, parce que j'ai l'expérience avec moi pour dire que ce que je dis, c'est pas des bêtises. Certains membres du jury se sont contentés de lire, et peut-être même pas, la note de synthèse. Et vous le verrez d'ailleurs, ces membres du jury qui n'ont lu que la note de synthèse. Ils ne vous posent pas de questions à la page 32. Ils ne vous posent pas de questions à la page 46. Ils vous posent des questions d'ordre général liées au thème que vous avez pu dire, que n'importe qui, moi vous me donnez un thème de mémoire et je vais vous sortir 50 questions, même si j'ai pas lu le mémoire. Et c'est pas des questions sur le plan du fond du mémoire, c'est toujours des questions sur des éléments adjacents au mémoire, mais non pas intéressant le mémoire. Donc il faut mieux avoir un jury qui a chiffonné votre mémoire et qui a posé des questions. Alors là, bien sûr, il y a des jurys qui sont intransigeants, c'est-à-dire c'est le jury qui vous rappelle qu'à la page 27, pouvez-vous revenir à la page 27, madame, monsieur, expliquez-moi cette phrase, je ne comprends pas. Voilà, ça c'est des choses que je considère comme un travail sérieux. Ça n'empêche pas qu'il faut garder toujours le sourire et surtout écoutez bien mon conseil. Vous avez toujours, c'est une image dans un jury, vous avez toujours quelqu'un qui joue le rôle du méchant et quelqu'un qui joue le rôle du doux. Ça arrive assez souvent. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est une attitude volontaire de la part du jury pour voir si, en tant que futur expert comptable, vous savez respecter, vous savez être déterminé et vous savez rester attaché à votre conviction. Car un mémoire, c'est un travail personnel dans lequel vous avez donné un avis différent d'un certain nombre. C'est à vous de rester déterminé, déterminant et de ne jamais perdre les pédales. C'est-à-dire de dire, oh, j'abandonne, monsieur, vous, là, je peux plus vous répondre. Alors là, c'est l'abandon complet. Comment voulez-vous qu'on puisse donner la moyenne à un candidat qui se bat pas? Alors, ma règle, c'est d'être combatif, respectueux, humble, mais être déterminé jusqu'au bout. Moi, j'ai des candidats, j'en ai au moins 5, qui m'ont appelé après la soutenance, en pleurant, en disant, Francis, ils m'ont tué. Mais non, ils t'ont pas tué. T'as resté combien de temps? 1h05. Est-ce que tu as répondu comme je t'ai expliqué? Oui. Est-ce que tu as été déterminé? Oui. Il me dit, non, je peux pas l'avoir, ils ont été trop méchants. Non, est-ce que tu t'es battu? Il me dit, oui.
Est-ce que tu as répondu à cette question? Oui. Est-ce que tu as maintenu ce que tu as dit? Oui. Eh bien, je dis, tu auras la moyenne. Non, Francis, c'est pas possible, je suis écœuré, ils ont été méchants avec moi. Je t'ai dit, tu auras la moyenne. Et je peux prendre l'exemple d'une récente candidate que certains connaissent bien, qui s'appelle Douce, qui pleurait. C'est une jeune dame qui pleurait, mais à sanglots, avec son mari à côté d'elle. Et je lui ai dit, tu auras la moyenne. Elle a été reçue. C'est un autre candidat, un peu plus éloigné dans le temps, qui a pleuré également. C'était un garçon de 28 ans. Et je me souviens de ce garçon, formidable, du Sud-Ouest, qui se mariait avec une Canadienne au Canada. Et figurez-vous, le bonheur, c'est qu'il a été informé de la réussite au DEC avec moi sur les 3 épreuves en janvier. Le jour, il était informé le matin même. Et moi, je l'avais informé, parce qu'à l'époque, j'avais les résultats avant, et je l'avais informé la veille au soir de la proclamation des résultats, et il se mariait le lendemain. Vous imaginez le cadeau pour ce couple d'avoir son mari diplômé des 3 épreuves à 28 ans. Hein, et c'était Florian, son prénom, donc, et qui pleurait également à l'issue de sa soutenante. J'en ai d'autres, hein, qui étaient désespérés, mais qui s'étaient battus. Et c'est ça que vous devez. Il faut éviter d'attacher trop d'importance au physique de certains membres du jury, qui vous donnent l'impression d'être gentils, méfiez-vous, et qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus exigeants que d'autres qui ont l'impression d'être le méchant. Mais bien souvent, il y a quelqu'un qui vous donne l'impression du méchant et d'un côté beaucoup plus doux, plus compréhensif, plus attentif. Et ça, c'est très important. Mais c'est évident qu'il y a des inconvénients dans ce jury. Parce que, je vous explique, les gens qui sont en train de lire votre mémoire, ils ont reçu le mémoire ou ils vont le recevoir dans les 15 jours qui viennent ici. Ils vont le recevoir. Ils ont 45 jours à peu près pour parcourir le mémoire, en principe. Ils reçoivent, ça dépend, ils reçoivent un colis comme ça s'ils ont 10 mémoires, un colis comme ça s'ils ont 5 mémoires, recommandés, bien sûr, avec accusé de réception. Il y a 2 membres du jury qui sont concernés par votre mémoire, mais figurez-vous qu'ils ne savent pas avec qui ils interrogent. Du moins, c'est ce qui se passe encore l'an dernier. Donc, vous avez un mémoire de M. Rodérick, corrigé par M. Durand, qui se trouve là-bas à Marseille, et par M. André, qui se trouve à Lille. Mais M. André et M. Durand de Marseille, ils ne savent pas qu'ils ont le même mémoire. Ils apprennent qu'ils ont le même mémoire le jour où ils arrivent le matin, ils regardent, ils sont ensemble, pas toute la journée, parce que selon les thèmes, André est avec Durand de 9 à 10. Après, il va avec un autre candidat. Alors, vous imaginez qu'ils ont peu de temps pour parler du mémoire qu'ils ont lu, moi j'espère. Et ça, c'est un inconvénient. Parce que moi, je considère que pour rendre plus crédible le jury du mémoire, il faudrait qu'il y ait la possibilité d'une relation téléphonique pendant la lecture du mémoire entre les 2 membres du jury et que chacun puisse faire le point de ce qu'il a ressenti à la lecture du mémoire et qu'on puisse confronter et que grâce au barème que j'ai proposé aux membres du jury, que le barème qui est de 48 points sur 80, pourquoi j'ai mis 80? Parce que c'est 4 coefficients, j'ai mis un barème de 48 points pour le mémoire et 32 points pour la soutenance. Eh bien, si le barème était appliqué, il y aurait certainement moins de problèmes avec des gens totalement écœurés après la soutenance, de constater qu'ils n'ont tenu compte que de la soutenance et pas de la qualité de la rédaction du mémoire. Et c'est là où je demande aux instances supérieures de bien vouloir réfléchir à ce que je dis là, que les 2 membres du jury qui ont un mémoire soient avertis des coordonnées de l'autre membre, téléphonique, courriel, voire Skype, pour qu'ils puissent se concerter
avant d'arriver le matin à Arcueil, à Villejuif ou à Villepinte, sans connaître l'impression de l'autre membre du jury. Avouez que ce serait quand même beaucoup plus cohérent, beaucoup plus sérieux. C'est tout ce que je dis depuis 2 ans. C'est comme les copies, c'est comme les copies UV1 et UV2. L'organisation actuelle est complètement à côté de sa plaque. Je vous explique. On envoie dès le 3 mai au soir, on envoie 20 copies environ à chaque membre du jury qui corrige en première correction. Donc il y a les gens de première correction et les gens de deuxième correction. Il y en a qui sont de première et de deuxième forcément. On envoie la première correction à tous les membres qui ont été choisis par le jury national pour corriger l'UV2 et l'UV1. Bon, bref. On envoie toutes ces copies le 3 mai au soir pour l'UV2 et le 4 mai au matin pour l'UV1, puisque le décalage ne permet pas de pouvoir tout organiser le soir même. Mais c'est le 4 mai au plus tard qu'on envoie toutes les copies au premier groupe. Le 4 mai, donc le 5 mai, la plupart des métropolitains reçoivent la lettre, le colis recommandé, et les gens d'outre-mer avec un peu plus de délai, et voir les gens d'étrangers comme les Camerounais qui sont membres du jury, les Marocains qui sont membres du jury puisqu'ils ont un diplôme français et ils ont en installation en France et au Maroc, eh bien ils sont membres du jury, c'est tout à fait évident, et c'est bien même. C'est une volonté de faire participer tous les diplômés français dans la mesure où ils ont les compétences pour être membres du jury. Donc, les gars reçoivent ça, allez, au plus tard le 8 mai, le 7 mai. Ils ont jusqu'au 25 mai pour corriger. Ils ne connaissent pas quel sera le deuxième correcteur. Donc, pour le 25 mai, écoutez bien, ils renvoient toutes les copies au SIEC. Le SIEC reçoit les copies avec les notes sur une feuille à part. La feuille à part est enregistrée par les permanents sur le site de l'examen. Toutes les notes sont enregistrées en première correction. Le paquet est conservé et on connaît déjà l'enveloppe du deuxième correcteur. On renvoie les copies qui ont été corrigées, il n'y a pas d'annotation dessus, rien du tout. Par contre, il y a les copies, il y a les notes individuelles, il y a les 20 notes individuelles avec les commentaires du jury, et puis il y a la feuille récapitulative des 20 notes qui ont été mises avec les numéros anonymes de chaque candidat. Donc le SIEC, le 26 mai, renvoie au deuxième correcteur les copies pour le 20 juin ou le 15 juin à corriger, hein, mais ils ne se connaissent pas. Vous croyez qu'il ne serait pas plus simple de connaître le membre du jury qui reçoit la première correction? Il sait qu'il va travailler en binôme avec Monsieur Édouard, dont il a les coordonnées, dont il a le téléphone, le Skype, le courriel. Ils savent qu'ils doivent se mettre d'accord au plus tard, parce que la première correction, c'est Monsieur le premier correcteur qui a reçu dans son paquet de copies, comme au DSCG, il a reçu dans son paquet de copies un papier de la poste pré-affranchi avec l'adresse du deuxième correcteur. Et il doit renvoyer en recommandé avec accusé de réception, il doit renvoyer ses copies de la première correction corrigée directement au deuxième correcteur. Et le deuxième correcteur avec qui vous travaillez en bonhomme doit faire la même chose. Et tous les deux, pour vos 40 copies en général, puisque vous avez corrigé 20 copies en première lecture et 20 copies, vous devez vous mettre d'accord sur la note avec un écart maximum de 4 points pour le 15 juin. C'est l'un ou l'autre qui doit prendre le téléphone. Bien souvent, on désigne celui qui doit téléphoner à l'autre. Ça se passe comme ça au DSCG. Ça se passe comme ça au DCG. Au DCG, ça se passe sur pièce souvent. Aujourd'hui, on corrige tous pendant plusieurs jours. On a 2 jours pour chaque UV. Alors, il y a plusieurs UV, mais c'est pas les mêmes jurys. Et on corrige soit dans une faculté, soit à Arcueil, ou soit dans un lycée qui forme les DCG, qui sont des centres d'examen.
mais ça se passe sur place, le DCG. Donc là, on a les deux correcteurs qui se voient tout de suite physiquement et à la fin de ces 2 jours, souvent ça dure une journée quand ça va assez vite, eh bien on fait le point de toutes nos copies, on se met d'accord. Tu dis, tiens, tu as mis 7 à cette partie-là, moi j'ai mis 4, comment se fait-il? On relit la partie, on se met d'accord sur le barème. Ça, c'est formidable. Par contre, là, au ciel, je répète, on envoie un paquet de copies au premier correcteur, celui-ci renvoie au siècle et ensuite le siècle renvoie. Et on ne connaît pas avec qui on a corrigé. On découvre avec qui on a corrigé quand on fait les statistiques 3 mois après les examens pour savoir avec qui on a corrigé. On nous donne la moyenne de celui qui a corrigé et la moyenne de notre correcteur. Et on voit qu'il y a quelquefois des écarts. Alors qu'on pourrait rendre beaucoup plus crédible l'organisation du DEC si on faisait comme je viens de le dire. Et ça se passe très bien en DSCG. On gagne un temps fou comme ça. On pourrait donner les résultats beaucoup plus rapidement et il y aurait moins de troisième copie puisqu'il n'y aurait même pas de troisième copie. Parce qu'il n'y aurait pas de troisième copie parce qu'il n'y aurait jamais d'écart de plus de 4 points. Vous me direz en UV1, c'est quand même rarissime, à moins qu'il y en ait un qui soit complètement, je dirais, dans l'incapacité de lire correctement une copie, mais avoir 4 points alors que c'est un barème très clair, sur l'UV1, ça me paraît délicat et impossible. Par contre, sur l'UV2, c'est monnaie courante. Mais si on avait le moyen de pouvoir se communiquer, on n'aurait pas de problème. Alors, pour la soutenance, une chose aussi, c'est que vous pouvez éventuellement vous dire que selon le temps passé, ça donne une indication. Oui, mais moi, j'ai déjà vu des gars qui ont duré 20 minutes et qui ont eu 15. Je m'explique. Un de mes candidats avait fait un mémoire sur l'audit des assurances, etc. Il est arrivé devant le jury, chose assez exceptionnelle. Le jury s'est levé. Tous les 2 hommes se sont levés. Ils lui ont tendu la main et puis ils lui ont dit félicitations, monsieur. Vous avez fait un excellent travail. On ne va pas vous tenir très longtemps. On va en discuter avec vous pendant quelques minutes. Il a eu 17. Ça a duré, allez, 20 minutes au total. Hein, il n'a pas eu sa note. On lui a dit, vous avez fait un excellent mémoire. Il a eu 17. Alors, c'est pour vous dire que c'est assez, vous avez, je dirais, des jurys totalement différents. Et c'est à vous, bien sûr, d'en tenir compte. Toute personne a sa personnalité et je peux vous raconter des anecdotes terribles. On a vraiment des vécus qui sont assez exceptionnels et qui sont quelquefois dramatiques pour certains candidats, mais c'est l'exception. Normalement, tous les membres du jury qui ont été choisis, puisqu'il y a une liste de 600 membres et tout le monde n'est pas convoqué, et il y en a qui sont a priori compétents, mais il y en a qui ne sont pas aussi exigeants les uns que les autres. Car le fait de ne pas lire un mémoire et de se comporter comme membre du jury n'ayant pas accompli cette tâche, c'est absolument inadmissible. Et moi, personnellement, si j'étais dans la situation, je ne pourrais pas dormir parce que je ne serais pas en paix avec ma conscience. Ben, figurez-vous que voici 3 ans, en 2018, un de mes candidats valeureux a eu cette expérience terrible à vivre. Un membre du jury, assez olé olé, qui parlait sans arrêt, qui l'a interrompu au bout de 2 minutes en disant oui monsieur, c'est pas la peine d'aller plus loin. D'abord c'est interdit. Ce monsieur lui a dit, écoutez bien cette phrase, monsieur, je tenais à vous dire que je n'ai pas lu votre mémoire, mais que le thème que vous présentez ne m'inspire pas du tout. Je ne crois pas du tout à la micro-entreprise et aux possibilités de récupérer la micro-entreprise. On va vous interrompre au niveau de votre exposé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous imaginez un mec qui ose dire j'ai pas lu votre mémoire, votre thème ne me plaît pas, et figurez-vous que ce monsieur
En 2018, il a fait cette incartade. Le candidat a eu 9. Il a repassé avec un autre jury à la session suivante en modifiant allez, 2 paragraphes. Il a eu 14. Ce monsieur, dont je tais le nom, mais qui est vraiment quelqu'un que j'appelle, je dirais, qui ne représente pas la profession. C'est inadmissible de se comporter comme tel. Eh bien, figurez-vous que ce monsieur, en 2019, a été nommé parmi les 11 membres du jury national. C'est-à-dire que ce monsieur, expert comptable et ancien professeur certifié, il n'a même pas été capable d'avoir la grègue, ce monsieur qui a une grande gueule, voilà l'expression qu'il faut retenir, est membre du jury national. Eh bien, moi, en tant que coach, je considère que c'est vraiment une erreur grave d'avoir nommé une personne qui s'est comportée comme telle lors d'un jury, d'un candidat qui l'a complètement dézingué, comme on dit. Ce candidat a été malheureux pendant 6 mois. Il a pu ressusciter. Aujourd'hui, il est à la tête d'un cabinet que son papa lui a cédé. J'ai toujours des rapports avec ce garçon formidable, mais cette expérience nous a marqués tous les deux. Et moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai signalé au président de l'ordre, j'ai tout fait à l'époque, et ça n'a rien changé. Avouez que c'est désolant quand même de constater cela. Alors, il ne faut pas vous mettre en pétard avec cette idée-là. Vous avez 98% des jurys qui sont, je dirais, des gens honnêtes, des gens qui font bien leur travail, mais il y en a 2% qui, au fur et à mesure, seront éliminés. Mais malheureusement, il faut qu'il y ait des personnes qui subissent leurs conséquences pour pouvoir être éliminées. Alors, à cet instant donné, je vais vous céder la parole. Est-ce que Cyril est toujours là? S'il n'est pas là, je vais le chercher. C'est vrai ce qu'on avait décidé. Et avez-vous des questions Oui, à je suis là. poser? Oui, Cyril, Allô? je vais te laisser te présenter et nous expliquer comment on a travaillé l'an dernier pour obtenir les grands résultats qu'on a obtenus, 18 reçus sur 23 présentés, mais parmi les 5 présentés, 5 n'avaient pas suivi la formation complète du mémoire avec moi, mais s'étaient inscrits uniquement à la soutenance. Et Cyril et moi, on ne pouvait pas, bien sûr, revoir le mémoire tel qu'il avait été. Cyril, on t'écoute avec beaucoup de plaisir. Oh, bonjour Francis, bonjour à tous. On m'appelle Cyril Adankan, je suis du Bénin. C'est un véritable plaisir pour moi d'être là ce matin. Et je remercie Francis pour toute la confiance qu'il a placée en moi et puis toutes les fois qu'il m'a toujours associé à ces moments euh, de préparation du DSC depuis l'année dernière. C'est toujours avec beaucoup de joie que je suis là et puis apporter ma modeste contribution à chacun de nous pour que véritablement l'objectif qui est le commun à tous soit véritablement atteint. Alors, j'ai suivi Francis et je crois qu'il a dit l'essentiel qu'il faut dire, mais moi je crois que réussir au mémoire, c'est un travail acharné de tout le temps. Ça demande du travail individuel, mais le collectif, ça permet de se redonner du confiance et puis de confiance et puis aussi d'être à même de pouvoir se défendre devant le jury en son temps. Alors, le travail fait avec Francis, ça a été un travail de longue haleine, hein, je l'avoue. En ce qui concerne le mémoire, ça n'a pas été facile au début, mais après, je crois que je suis rentré dedans et puis ça a donné le résultat que nous avons tous eu. Et c'est parce que justement que je suis rentré dedans, j'ai travaillé dur avec lui que aujourd'hui ou depuis l'année dernière, je suis souvent là pour aussi donner mon point de vue
sur les soutenances et, si possible, sur les mémoires qui sont présentés par les futurs candidats. Je voudrais dire à chacun et à tous de pouvoir suivre avec beaucoup de sérieux les différents conseils donnés par Francis tout à l'heure et d'être toujours au rendez-vous. Même si vous n'allez pas présenter, l'essentiel, c'est d'être toujours au rendez-vous et ça vous permet de gagner toujours quelque chose. Moi, je me rappelle que il y a dans le groupe, en novembre 2019, il y avait un certain Amani, je me permets d'appeler son nom, qui était venu pour soutenir, et il a soutenu ce jour-là. C'est dans son introduction que j'ai pu trouver en fait les éléments qui cadraient bien avec l'introduction que je pourrais faire pour ma soutenance. Et puis tout de suite, je l'ai capté, je les ai rédigés sur papier, et puis j'ai commencé par l'intégrer dans ma soutenance. Je vous assure tout que ça m'a beaucoup aidé à l'entrée, pour véritablement prendre contact avec le jury, pour véritablement me mettre dans le jeu du jury et puis prendre du poids de la bête dès le début. Donc, c'est toujours un plus qu'on gagne lorsqu'on est là, même si on n'est pas invité pour présenter. On gagne toujours et gardez toujours à côté de vous un papier ou un stylo ou un cahier, un calepin, pour noter ce qui vous paraît quand même beaucoup plus important, surtout les présentations, les citations, les agencements qui vous paraissent véritablement intéressants, et les questions et réponses. Ça va vous aider énormément. Énormément, parce que lorsqu'on fait un tour d'horizon et puis je prends 5 personnes présentes et chacun pose 2 questions, ça fait 10 questions. Ça fait 10 questions. Et ce n'est pas toujours évident que lors de la soutenance avec les 2 membres de jury, chacun puisse vous poser 10 questions, 10 questions. Ce n'est pas évident. Donc, je crois que ces séances sont des séances à ne pas boycotter, mais des séances qui sont d'une grande utilité. Moi, je répète et je le réitère encore à nouveau à Francis, ma disponibilité n'est pas à marchander tant que je suis encore là présent. Et je crois que l'équipe doit nous montrer toute leur détermination et tout le sérieux qu'ils veulent, et nous sommes là pour les accompagner. Je dis bravo à tous et je dis bon courage et à tantôt. Merci beaucoup. Merci Cyril, mais je vais demander l'autorisation à tous les candidats qui m'ont fait confiance pour le mémoire, pour leur demander l'autorisation d'envoyer leur mémoire à mon ami Cyril. Parce que pour Cyril, il est quand même intéressant, même s'il n'a pas le temps de lire tous les mémoires, d'avoir quand même la possibilité, quand il écoute quelqu'un, de pouvoir avoir sur son ordinateur rapidement le mémoire et la notice que je lui demandais. Comme ça, il aura les 2 choses. Tu es d'accord, Cyril, pour recevoir les différents mémoires des candidats de l'année mai 2021 qui seront pour toi des éléments intéressants pour pouvoir être plus compétitif encore que les années précédentes. Parce que écouter quelqu'un dont on n'a pas le mémoire, c'est quand même un peu embarrassant. Donc, vous me donnez l'autorisation ou pas, c'est à vous de m'envoyer un petit mail pour me dire aucun souci, je peux envoyer à Cyril si vous me donnez ses coordonnées. C'est pas moi qui va vous l'envoyer, c'est vous qui prendra la décision de l'envoyer à Cyril. Je ferai un mail à cet effet pour dire Cyril recevra les mémoires le plus tôt possible à partir de la semaine prochaine pour qu'il puisse les ranger par ordre alphabétique et savoir qu'il va avoir toutes ces personnes-là, va faire un dossier mémoire mai 2021 Cyril et Francis, comme ça on sait que c'est les mémoires qu'on va analyser. Moi j'aimerais vous demander maintenant si les amis, vous avez des questions à poser par rapport à ce que Cyril et moi avons pu dire et nous sommes à votre disposition pour répondre autant que faire se peut à ces questions et vous préparer le mieux possible. Je rappelle que cette semaine, j'ai prévu des séances de 30 minutes à la fois pour tout le monde, hein, pour ceux qui préparent le DSCG, pour ceux qui préparent, mais ceux qui préparent le mémoire, la porte est ouverte pour faire une première soutenance. Alors je vous rassure, pour ceux qui ont eu la chance
ou la malchance, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est la chance, de travailler avec moi le mémoire, il n'y a aucun souci, je ferai une première séance dans laquelle je me permettrai de vous présenter, lors de notre premier rendez-vous, après quelques minutes d'entretien, je vous présenterai mon modèle d'exposé pour votre mémoire. Je ferai le modèle. Je vous demanderai quelques précisions sur votre cursus, etc. Mais je vous demande de ne pas aller trop loin dans le cursus. Si vous avez fait un cursus classique BTS, DCG, DSCG, c'est pas la peine de faire un laïus. Vous dites j'ai suivi le cursus classique menant au DEC. C'est pas la peine de revenir. J'étais au lycée Tartampion, non, où j'ai passé mon bac en 1900, etc. Non, non. On revient si vous avez fait une école de commerce ou si vous avez fait une école de commerce, c'est important de le signaler, que vous avez fait le DSCG. Si vous avez fait l'Intec, il y a souvent des profs de l'Intec qui sont dans les jurys, surtout pour les amis du Cameroun. Il faut absolument du Cameroun ou du Bénin ou de la Côte d'Ivoire ou du Maroc ou de la Tunisie ou de l'Algérie, pour ceux qui sont concernés, de bien préciser pour certains d'entre vous, si c'est le cas, que vous avez suivi l'Intec, parce que l'Intec, c'est quand même un moyen de valoriser notre enseignement français qui est de très grande valeur au niveau de l'Intec et personne ne peut le contester. On a des intervenants de très haut niveau et un sérieux dans toutes les applications de l'Intec. Moi, c'est l'impression que j'ai toujours eue et l'impression que je conserve dans ma tête depuis très 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 longtemps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous rappelle qu'il y a des doutes sur la présence physique de tout le monde le jour de l'épreuve, car il est envisagé pour l'instant par le Conseil supérieur des experts comptables de mettre tout en œuvre en cas de pandémie qui ne diminue pas, de faire des soutenances par visioconférence, d'abord pour les pays d'outre-mer. Là, on parle français-français. Mais pour les régions qui sont pour l'instant privées de visa, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Maghreb, on va attendre, mais j'espère que toutes les interventions des uns et des autres auprès des instances nous permettront d'avoir une visibilité plus importante pour avoir les visas de l'ambassade de France. Mais en dehors de cela, je vous écoute sur les questions qui pourraient être intéressantes. Je vous rappelle que vous pouvez venir avec des documents complémentaires. Vous pouvez venir avec vous êtes devant un jury qui ne demande pas du par cœur. Il vous demande de vous comporter comme un expert comptable. Vous avez le droit, mais ce qui est grave, c'est, moi j'ai toujours pénalisé le candidat, c'est-à-dire qu'il s'est fait allumer, le candidat, qui a préparé son exposé sur 3-4 feuilles imprimées et il lit son exposé. Alors je me suis dit, mais t'imagines le gars qui est devant un client et qui continue de lire son exposé, mais c'est complètement ridicule. Il faut avoir un pense-bête avec les idées maîtresses de votre exposé. Vous avez le droit. C'est comme si vous avez un prompteur, quoi, pour vous aider. Mais normalement, avec le nombre de répétitions que vous allez faire avec Cyril et moi, vous allez avoir tellement de répétitions que vous le connaissez par cœur, votre exposé. À vous quand même de donner de l'intonation à votre exposé. Parce que quelqu'un qui récite, comme le disait aussi Cyril lors des dernières séances qu'on a fait avec lui, il dit, tu donnes l'impression de réciter, c'est pas ça. C'est une soutenance, c'est une détermination, c'est des intonations, c'est des petits silences qu'on a le droit de s'accorder. On a le droit de s'accorder des petits silences pour marquer et terminer par une citation, je vous en prie. Cherchez vous-même la citation. Si vous ne la trouvez pas, je vous la propose. Donc, je répète, dans les rendez-vous individuels, pour ceux pour qui j'ai fait le mémoire que j'ai travaillé le mémoire, je ferai un modèle d'exposé qui sera sur vidéo forcément et qui sera individuel, que les gens qui sont avec moi ne recevront individuellement que la vidéo. Par contre, celle qui est en train de se faire sera diffusée. Est-ce que vous avez des questions, sachant que votre identité n'est pas connue? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que ça a été clair pour vous, les amis? J'aimerais entendre un oui, parce que si j'ai pas de oui, ça veut dire que ça n'a pas été clair. Désiré, j'ai été clair? Oui, oui, j'avais juste une petite question. Justement, il y a des personnes qui, comme Désiré, ont passé déjà une soutenance. Elles sont devant nous parce qu'elles ont eu un petit échec
constitué par un 8, qui n'est pas un échec, qui est une porte ouverte à un succès lors de la deuxième soutenance. Comment interprètes-tu les conseils de Cyril et moi par rapport à ce que tu as vécu, Désiré? Je suis totalement d'accord avec les conseils que vous avez donnés. Je dirais que par rapport à moi, j'ai peut-être été un peu trop défaitiste à accepter leur remise en question. J'ai peut-être pas essayé, je n'ai pas été assez combative pour défendre Voilà. ce que j'avais écrit dans mon mémoire. J'ai trop laissé la porte ouverte à oui, ça existe et pas assez de ma solution aussi fonctionne comme la vôtre en fait. Et je pense que je vais m'attacher à être un peu plus affirmative parce que j'ai vraiment manqué de confiance. C'est ce que j'ai senti. Oui, vas-y, là, qui est-ce qui veut s'exprimer là? Qui est-ce qui s'exprime là? Quelqu'un vient de s'exprimer après Désiré. Alors moi, je dirais à Désiré que c'est tout à fait cela que j'ai senti chez toi. Quand on en a discuté, tu m'as expliqué, j'ai dit oui, tu n'as pas été assez déterminé, tu n'as pas fait, je dirais, preuve d'une soutenance, comme son nom l'indique, qui soutient ce que tu as écrit. Tu n'as pas soutenu. Tu as simplement accusé le coup des remarques du jury et tu n'as pas montré une combativité qui est l'image même d'un expert comptable devant un client, qui doit être déterminé. On a le droit de se tromper maintenant, mais on n'a pas le droit de nous remettre en cause sur des choses qu'on a parfaitement travaillées et qu'on a parfaitement démontrées. Cyril, est-ce que tu peux ajouter quelque chose au mot combativité qui a été remarqué par Désiré? Oui, ben, je voudrais dire à tous que je vais donner mon exemple. Je crois qu'il y avait un universitaire dans mon jury. Et puis, à sa première question, il m'a dit tout de suite, Monsieur Adankon, votre document est livresque. Ce n'est que de la théorie que vous nous avez développée, du début jusqu'à la fin du document, et que, franchement, nous ne voyons pas vos apports, etc., etc. Mais j'ai pris tout mon calme, je l'ai laissé, il a fini. J'ai répondu aux autres questions et je n'ai pas répondu à cette question-là tout de suite. Et on est venu à la fin de la soutenance et j'ai pris la parole. J'ai dit, mais écoutez, il y avait une question et qu'on n'a pas pu discuter autour, que c'est celle relative en fait, à l'aspect théorique du document. Que en fait, le tome 2 contient justement tous les apports techniques, les outils et les éléments nécessaires qui viennent renforcer ce qu'ils appellent dans le document tome 1 l'aspect théorie, que je ne pouvais pas mettre en fait tous ces outils dedans au risque de dépasser le nombre de pages qui m'a été exigé. Alors, que si nous voulons faire une démonstration, prenons de telle partie à telle partie, qui est la partie incriminée, ils vont voir que j'ai mis à chaque niveau, j'ai mis la démonstration qu'il faut, j'ai mis les éléments qu'il faut, j'ai mis les outils qu'il faut. C'est parce que cela ne se retrouve pas dans le tome 1 qu'ils ont vu en lisant que ça paraît purement théorique. Et c'est là qu'il est allé ouvrir le tome 2, le tome 1, et il a vu les différents outils que j'ai proposés. Si je m'étais tué et j'avais acquiescé, c'est que je passais à côté de la plaque. Bien sûr. Donc, il faut toujours avoir le courage de réagir, même si tu ne peux pas réagir tout de suite. Il ne faut pas acquiescer pour dire oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Non, il faut dire, donnez-moi le temps et puis je reviens à vous. Donc, stratégiquement, si on n'a pas la réponse tout de suite, il ne faut pas aussi se presser de dire oui, vous avez raison. Moi, je crois que j'étais parti dans l'idée que je vais défendre mon document et je maîtrise mieux mon document que même le jury qui est en face de moi. Et je maîtrise le thème dont je parle mieux que le jury qui est en face de moi. Ils peuvent avoir d'autres approches, mais moi, je défends mon approche. Et il faut défendre son approche du début jusqu'à la dernière minute, parce que j'ai un compatriote, c'est comme ça, il a eu 10 banalement, heureusement pour lui. C'est à la dernière question qu'on lui a posée, avez-vous appliqué les outils qui sont dedans? Et il a dit non, qu'il n'a pas encore appliqué, mais qu'il va mettre ça en œuvre. On dit, mais vous ne pouvez pas nous proposer des outils que vous n'avez pas appliqués. Et on dit, je vous remercie. Et son mémoire, vous prenez le mémoire, vous lisez sur l'association, c'est impeccable. Il a défendu jusqu'à la dernière minute, mais la dernière question lui a valu tout simplement une note de 10. Heureusement pour lui qu'on lui a donné 10. Donc, il faut défendre du début jusqu'à la dernière minute.
il n'y a pas de minute où il faut relâcher. Je suis très content que tu confirmes ce que Désiré a pu remarquer lors de sa première soutenance. Y a-t-il d'autres interventions, s'il vous plaît? Possible. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous dis que je prends aussi, moi, des candidats qui ne préparent que la soutenance. Je travaille avec Memorialista, qui bien souvent me confie les soutenances de ces candidats qu'elle a préparés pendant le mémoire. J'espère que cette année, on aura les mêmes candidats. On en a toujours 4 ou 5. Et je reste ouvert à donc l'arrivée de nouvelles personnes qui ne sont intéressées que par la soutenance, mais qui n'ont pas fait le mémoire ou qui ont fait le mémoire seul ou avec une autre personne. Sachez que Cyril et moi, on a l'art et la manière de poser des questions et à chaque fois qu'on rencontre des candidats, on pose des questions différentes. C'est-à-dire qu'on donne à travers. Et puis l'avantage de notre méthode, c'est que le candidat va repartir avec toutes les vidéos de ces entretiens individuels, mais aussi du groupe. Et comme l'a dit tout à l'heure Cyril, quand vous écoutez quelqu'un qui est dans la même situation que vous et qui a une certaine technique, une certaine forme de présentation, vous avez des idées. Et comme l'a dit Cyril, Armani, qui est un excellent candidat du groupe Mazar, qui a eu 14 au mémoire, et qui a eu donc, et qui est diplômé bien sûr depuis 2019, eh bien, il a donné une idée à Cyril. Eh bien, j'avoue que tout le monde, et cette année, nous avons un groupe de grande valeur, je vous le dis. Nous avons un groupe de grande valeur et nous avons des amis qui repassent. Alors, moi, j'aimerais quand même donner un petit conseil à ceux qui repassent. Alors, je prends l'exemple de 2 cas possibles. Le cas où la candidate ou le candidat a demandé le même jury. Dans ce cas-là, vous dites Madame, Monsieur, Désiré ou Adrien Tartampion, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous exposer mon thème sur. Donc là, le plaisir de vous retrouver. C'est un mot qui a son importance. Madame, Monsieur, deuxième hypothèse, vous avez demandé à changer de jury. Bien. Vous dites ceci, bonjour Madame, Monsieur, j'ai en effet le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon mémoire sur, etc. J'ai en effet demandé, pour des raisons diverses, de changer de jury et je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Ce changement n'a pas été provoqué par, je dirais, un mouvement de colère vis-à-vis du jury, donc que j'ai beaucoup respecté. Chacun amène son expérience, mais je considère que mesurer l'expérience d'autres personnes, c'était aussi valorisant pour moi. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous rencontrer ce jour. Donc, il faut aller dans le sens du manche et ne pas délibérément attaquer. Je sais que j'ai des exemples. Il y a des jurys qui sont quelquefois particuliers dans leur racisme, entre guillemets. J'ai l'exemple d'un candidat marocain de grande valeur. Aujourd'hui, il travaille dans un très grand groupe qui a connu une mésaventure terrible. Il a eu sa notice avec un monsieur qui manifestement n'aimait pas les gens du Maghreb. Il lui a fait passer une notice alors que moi j'étais derrière, hein, après la 3e présentation. Ça durait 1 an et demi, la notice. Il a passé le mémoire avec ce monsieur et un autre membre du jury qu'il ne connaissait pas. Ce monsieur, qu'il avait agréé après 3 fois, l'a vraiment cassé avec des phrases comme cette phrase, par exemple. Oui, dans votre pays, c'est normal, on ne peut pas connaître ça. Vous imaginez déjà, rien que dire ça, ça prouve un côté raciste. Il a eu 8, avec des appréciations sur la note de commentaire absolument affreuses, de la part de ce monsieur qui a rédigé. Ça se sort, c'est lui qui avait rédigé. Ce candidat repasse la session suivante avec mes conseils et avec les soutenances blanches, etc. Il change 2 lignes. Il passe avec un autre jury et le jury commence à lui dire avant d'interrogation, il lui dit ceci, le jury, monsieur, on ne comprend pas pourquoi vous soyez, que vous êtes là aujourd'hui. On a vu votre mémoire que vous aviez présenté la première fois. On a vu les commentaires qui ont été écrits la première fois. On va vous écouter, mais on répète,
on ne comprend pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui devant nous. Ce garçon a passé sa soutenance dans de très bonnes conditions. Il a eu 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'ai écrit au président pour dire toutes ces anomalies, en disant que vous devez éliminer ce membre du jury qui se comporte, et qui est un gars des Hauts-de-France d'ailleurs, de ma région, qui se comporte comme un gars qui ne peut pas, absolument pas voir les gens du Maghreb, par exemple, ça se sent ça. Et c'est inadmissible. On ne peut pas conserver des membres du jury. Et malgré tous mes efforts, eh bien, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est encore membre du jury. J'ai un autre candidat qui n'est pas là peut-être ce matin, mais qui a vécu aussi, lui, des anomalies. Il avait eu un 4-3 avec un monsieur qui manifestement était déplorable. J'ai fait transformer ce 4-3 en 4-1 en me battant comme un fou avec le jury. Et notre ami qui passera avec nous le mémoire, vous le verrez, il est de très très bonne composition et il aura le mémoire, c'est sa dernière épreuve, et pour moi, j'en suis sûr, il aura le mémoire avec une très grande facilité. S'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous. Bon, moi j'ai une question. Ouais, vas-y, on écoute. Oui, Roderick depuis Cameroun. Dans le cas de Désiré qui a eu une note de 8 parce qu'on l'estime, elle ne s'est pas assez bien défendue, est-ce que le fait de ne pas faire une bonne soutenance suffit à avoir une sous-moyenne? Parce que si le mémoire est de bonne qualité et que la défense lors de la soutenance peut être de moyenne qualité, est-ce que les deux ne se jugulent pas pour atteindre au moins sa note de 10 voire 11? Ben écoute, je ne peux pas te répondre. Si, mon garçon, le jury applique le barème proposé que tu connais, 48 points pour le mémoire, 32 pour la soutenance, sachant que la soutenance ne peut pas avoir un nombre de points supérieur au mémoire, mais 32, supposons à la soutenance, et 32 au mémoire, ça nous fait 64, ça nous fait 16. Donc, il est évident que si on applique le barème, un mémoire écrit de manière excellente avec une soutenance faible ou moyenne, le candidat aurait son mémoire avec 10 ou 11. Mais dans l'état actuel, je considère qu'une mauvaise soutenance, c'est 80% d'échec au mémoire. Est-ce qu'il y a dans le barème actuel, il y a, je crois, j'ai lu 12 et 8, non? C'est pas ça? Comment? J'ai pas vu. Si, c'est. J'ai lu quelque part que le barème était de 12 et 8. Qu'est-ce qui t'a dit 12 et 8? Tu as eu un barème? Parce que moi, les membres du jury que je côtoie, ils n'ont pas de barème. Toi, tu m'as dit qu'il y avait un barème 12 ou 8. C'est le vœu qu'a mis la commission de formation du Conseil supérieur en disant, c'est comme moi j'ai dit 48 et 32. Si tu calcules bien, moi, je suis encore plus favorable au mémoire, car le mémoire, c'est plusieurs centaines d'heures. Et la soutenance, c'est 1 heure. On peut quand même pas juger de la même manière une soutenance d'un mémoire. Mais je répète, comme ils n'ont pas de barème, si tu as un barème à me présenter, tu me l'envoies, Roderick. Si un membre du jury a un barème... Je demandais, en fait. Comment? Je demandais, en fait. Ouais. Bon, écoute, moi, je te réponds aujourd'hui que si un barème, il n'y a pas de souci, tu peux avoir avec un bon mémoire une moyenne. Mais aujourd'hui, tel que certains membres du jury se comportent, ils amènent trop. D'ailleurs, Cyril, tu as eu des confirmations. Par exemple, il y a Brice Melou, un membre du Cameroun, qui a eu 13 au mémoire, qui m'a dit, Francis, si je n'avais pas fait une bonne soutenance, ils n'ont pas lu mon mémoire, ils n'ont même pas posé une question sur mon mémoire. Si je n'avais pas fait une bonne soutenance, j'aurais jamais eu 13. Il dit, je me rends compte que la soutenance est prépondérant. Il a passé en 2018. Brice Meloub, si tu connais Brice Meloub, qui est au Cameroun, qui a créé son propre groupe. Il était dans un grand cabinet Mazars, il a créé son propre groupe, Brice Meloub. Moi, je te donne son nom. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril, de la soutenance? Oui, ben... Est-ce que le candidat qui n'a pas fait une bonne soutenance, il risque de ne pas avoir la moyenne dans l'état actuel de ce que tu as vécu, Cyril? Qu'est-ce que tu en penses? La remarque de Roderick. Oui, tout à fait. C'est déplorable, mais malheureusement, c'est ça. Il faut partir avec l'idée qu'on veut aller défendre un document
que le jury n'a peut-être pas lu et qui veut, c'est sur le champ, lors de la soutenance, qu'il va découvrir le document et il va falloir que tu sois suffisamment convaincant pour l'amener, pour le déterminer à te donner une bonne note, malheureusement. C'est ce qui se passe jusqu'à ce jour et c'est déplorable. Malheureusement, c'est déplorable. Mais il faut faire avec et il faut partir toujours avec l'idée que le client que tu as devant toi, il n'a pas lu le rapport et que c'est à toi de présenter le rapport et de pouvoir le convaincre. Avec cette idée, tu pars toujours gagnant. Bien sûr, il faut partir gagnant et c'est là où, c'est-à-dire que la répétition des soutenances va vous amener à une aisance et à une maîtrise de vos propos très percutante le jour de la convocation officielle. Pour nos amis étrangers, la préparation sera plus intense puisqu'ils vont passer donc elle sera plus rapprochée au niveau des soutenances parce qu'ils vont passer le 4, 5 ou 6 mai. Je ne dis pas que je vais laisser tomber les autres, voilà, sans faux, mais il y aura beaucoup plus d'expérience autour de ces dates-là pour qu'ils soient le meilleur possible, puisqu'il y en a qui vont passer le 3 mai l'épreuve écrite et le 4 mai, ils vont être provoqués pour l'épreuve orale. Donc le 3 mai au soir, ils vont être fatigués puisqu'ils auront passé certains 2 épreuves et ils auront donc à faire une soutenance blanche avec moi le soir et éventuellement le matin, parce qu'il y en a qui disent non, le matin, c'est pas la peine, Francis, j'en ai fait une la veille au soir, je suis bien imprégné, je préfère pas. D'autres disent non, non, moi je préfère passer une soutenance encore avec toi le matin pour être bien en fait. Mais c'est des soutenances de 10 minutes. Hein. Je pose peu de questions parce que j'en ai tellement posé des questions avant que je pose plus de questions hein, parce que là, je veux pas vous embarrasser de questions. C'est simplement pour vous permettre de répéter devant moi et de vous donner mon opinion sur l'exposé que vous faites quelques heures avant le passage officiel. Mais normalement, si vous allez avec l'idée que c'était 2 clients normaux que vous rencontrez normalement, vous allez gagner en décontraction, puis c'est quelque chose que le jury mesure, comme l'a dit Cyril et comme l'a dit Désiré, c'est avoir confiance en toi, avoir confiance en ce que tu as écrit et démontrer ce que tu as écrit que c'est bien. Si tu t'inclines devant les remarques du jury, on imagine un expert comptable qui écoute un client et puis le client lui dit ce qu'il faut faire, eh bien l'expert comptable ne tient pas la route, ben c'est exactement ce qu'a dit Désiré. Elle s'est inclinée devant les remarques du jury. Il ne faut pas s'incliner, il faut se battre. Il faut retenir. Donc pour ma synthèse, j'aimerais que tout le monde retienne qu'un mémoire, c'est une soutenance. Une soutenance, c'est comme si vous plaidez. Vous plaidez pour un mémoire, vous vendez votre mémoire. Il faut avoir la détermination d'un vendeur qui vend un bon produit. Il ne vend pas une saloperie, il vend un bon produit que vous avez travaillé. Surtout pour ceux qui étaient avec moi et qui n'ont rien à craindre parce qu'on a travaillé le mémoire comme il le faut. Et vous avez un bon produit. Pour les autres, je verrai si vous faites appel à mes services. Deuxièmement, il faut que vous sachiez que vous devez répondre à 2 questions principales. Les apports techniques, les apports pratiques et la rentabilité de ma mission dans le cabinet d'expertise comptable. Avec la comptabilité analytique, je réponds et je n'ai aucune crainte. 3e remarque, vous devez, je dirais, soigner votre présentation. Il n'y a pas de serrage de main avec la pandémie, mais vous devez saluer d'une manière tout à fait correcte le jury. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Et ensuite, attendre qu'on vous demande de vous asseoir, demander l'autorisation d'utiliser votre ordinateur qui est préparé déjà dans la salle d'attente et ensuite de bien savoir, d'abord, rappeler votre nom et prénom. Je viens de la Côte d'Ivoire, je viens du Cameroun, je viens de la région des Hauts-de-France, je viens de la région de la Lorraine, je viens de la région de la Bretagne, bon bref, sans rentrer dans le détail du cabinet. Quand vous parlez de votre cursus académique, vous parlez de la taille du cabinet, mais vous ne parlez pas du nom du cabinet. Si vous faites partie d'un réseau, vous dites je fais partie d'un réseau national, pointe à la ligne. C'est pas la peine de parler de KPMG, etc., etc. Essayez d'être le plus discret possible. Ensuite, vous avez à tenir compte du plan. Pourquoi j'ai fait ce mémoire? De trouver des études. Par exemple, Désiré, c'est le travail que je fais environ à 80%. J'ai considéré que cet apport partiel se développe et la pandémie ne va pas, au contraire,
ralentir la cadence de ces apports partiels. J'ai la chance d'avoir des sociétés importantes, ce qui m'a permis de vous présenter ce mémoire dans le but, et c'est là, d'aider les cabinets comptables qui ont les mêmes types de missions à suivre la procédure que je pense être susceptible de faciliter les tâches d'un cabinet comptable. Ensuite, les apports techniques et professionnels ne confondons pas. Les apports techniques, c'est les apports que vous apportez sur le plan de la technicité comptable ou fiscale. Par exemple, un jeu d'écriture, ça c'est de la technique comptable. Mais l'apport le plus important d'un mémoire, c'est l'apport professionnel pour le cabinet comptable, dans sa façon d'analyser le problème, dans son élargissement de conseil, dans son marché. C'est vous pensez à la procédure pour le cabinet comptable. Un apport technique, c'est pour tous les comptables de France. Que votre rapport peut être intéressant, aussi bien le comptable d'une mairie que le comptable d'une association, que le comptable d'une petite entreprise ou le comptable de chez Renault ou de chez Peugeot ou le comptable du ministère des Affaires publiques. C'est une technicité qui peut être reprise par beaucoup. C'est votre façon de voir les choses. Il n'y a pas souvent d'apport technique très utilisable par l'ensemble des professions que je viens de narrer. Par contre, l'apport professionnel, là, ça vise le cabinet comptable. Et c'est là où le déroulé de votre diaporama doit être, je dirais, très utile pour, je dirais, rendre plus dynamique votre exposé avec votre souris ou avec votre tablette, si vous avez une tablette, la possibilité de pouvoir nourrir d'une manière agréable sans mettre de gros pavés sur votre diaporama. Non, c'est des mots forts que vous mettez sur le diaporama pour conforter vos propos que vous êtes en train de développer. Et c'est grâce à cela que vous allez finir en disant « Madame, Monsieur, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, mais j'aimerais terminer cet exposé par une citation d'une personne que j'estime beaucoup et vous citez votre citation. » Voilà, à vous de réfléchir. Et maintenant, je j'aimerais faire plusieurs vœux au jury national. Si ceci a la possibilité, et au président du Conseil supérieur, au président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Messieurs, puisque vous êtes le dominant, vous êtes trois messieurs à la tête du président du jury national, de la compagnie et du Conseil supérieur, messieurs et tous vos membres des différentes instances que je viens de citer, j'aimerais que vous réfléchissiez à améliorer le mémoire dans sa organisation. Moi, j'aimerais que, premièrement, les épreuves UV1, UV2 soient corrigées de la même manière pour gagner du temps et gagner aussi de l'argent, puisque ça vous permettrait d'éviter d'avoir une troisième correction, que les membres qui corrigent connaissent, comme au DSCG, le correcteur qui corrige les mêmes copies et puisse s'échanger les copies. Ce serait un avantage formidable de pouvoir gagner du temps et de rendre la note beaucoup plus crédible que la procédure actuelle qui consiste à renvoyer la première correction au siècle, de renvoyer la deuxième correction au siècle, que celui-ci fasse l'état des lieux des deux copies et désigne un troisième correcteur, parce que dans certaines copies, surtout UV2, il y a 4 points d'écart et plus. 4 points, ça va. Et si on avait la possibilité d'avoir des jurys compétents a priori et qui puissent échanger et copier et se mettre d'accord sur les notes, on gagnerait comme au DSCG beaucoup de temps et il n'y a jamais de remarques particulières sur les notes au DSCG. Par contre, il y en a sur les notes au DEC quand on voit qu'un candidat reçoit, par exemple, son relevé de notes où il a eu 11 et il a eu 7,50 à un autre candidat, à un autre membre du jury, 7,50 et 11, le candidat qui reçoit les deux notes qu'il a reçues parce qu'il a demandé sa copie, il peut se poser des questions quand même. Est-ce que c'est celui qui a 7,50 qui est le meilleur ou celui qui a 11? Tandis que si vous utilisez la méthode des SCG que je prône, eh bien, il n'y aura pas de ces remarques désobligeantes, puisque la note sera la note globalisée par les deux membres du jury. Ils peuvent garder leur écart, c'est vrai, ils peuvent, dans ce cas que je viens d'évoquer, ils peuvent garder. Mais chacun a ses propres arguments pour développer, mais ils auront pu discuter ensemble. Je dis pas qu'il faut arriver à avoir la même note, mais rester dans l'écart prévu. Et c'est là où on pourrait revenir
à 2 points d'écart si on faisait comme ça, parce que ce serait beaucoup plus logique. Si on faisait l'échange des copies, on fait gagner la qualité à la correction. Au lieu d'avoir un écart de 4 points, on ramène l'écart à 2 points. J'aimerais que tous mes confrères experts comptables puissent influencer le jury national. Deuxième chose, c'est au niveau de l'épreuve du mémoire. Ce n'est pas normal que nous ayons connaissance du membre du jury qui va travailler avec nous, que le jour où on arrive au centre d'examen. C'est quand même pas normal. Si on a la possibilité d'avoir un barème que j'ai proposé depuis 3 ans maintenant, qui est à mes yeux explicite et qui permet de juger convenablement le mémoire et la soutenance en donnant plus de poids au mémoire qu'à la soutenance. Bien sûr, si la soutenance est totalement mauvaise, ça ne rend pas service au métier d'expert comptable. D'avoir une candidate ou un candidat qui ne sait pas s'exprimer, on ne peut pas lui donner le titre d'expert comptable. Là, il y a des mesures où le jury est en mesure de prendre une mesure qui va s'éloigner peut-être d'un mémoire qui est considéré comme bon, mais une soutenance complètement lamentable. Là, je suis d'accord que dans ce cas-là, on puisse avoir une note en dessous de la moyenne en demandant au candidat de revoir sa présentation. Ça me paraît normal alors que son mémoire est jugé correct. Mais là, c'est des cas qui arrivent très, très rarement de voir des candidats complètement, je pourrais paniquer. Ça peut arriver. Moi, j'en ai connu dans ma carrière quand même une ou deux, de dames surtout qui ont paniqué au bout de 5 minutes. Mais ça n'empêche pas que là, on ne peut pas donner la moyenne à un futur expert comptable qui panique devant 2 personnes. Vous imaginez que si elle panique comme ça devant des clients importants, on ne rend pas service à la profession. Mais troisième vœu, je l'ai dit indirectement dans ma deuxième remarque, c'est que le jury fasse un barème précis pour cette épreuve du mémoire. Il y a trop de cas, et je le dis mais ouvertement, où des membres du jury ne lisent pas le mémoire. Et il faut éviter qu'un même membre du jury puisse avoir plus de 20 mémoires à corriger. Ça paraît dément, ça paraît pas possible. Et ça a été vécu par moi au moment où j'étais membre du jury. Quand un professeur, et pas expert comptable, un professeur, aussi bien de l'INTEC, aussi bien d'un lycée, aussi bien de l'ENOS, il était partout. Il y avait 26 mémoires à l'époque où j'ai corrigé une fois avec lui. 26, j'ai passé une journée avec lui. Une fois, 26 mémoires. J'ai trouvé ça lamentable et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas lu le mémoire avec lesquels je travaillais pour lui. Il posait des questions d'ordre général, mais pas une question comme moi, je posais la question à la page 26. Pourquoi vous avez écrit ça? Non. Lui, c'était toujours des questions sur le thème général. Ça veut dire qu'il n'avait pas lu le mémoire. Et moi, quatrième peu, je considère que la note de synthèse doit être éliminée parce qu'on a une introduction, on a une conclusion, voire une note préliminaire pour ceux qui repassent la deuxième fois, c'est largement suffisant. La note de synthèse, je répète, c'est fait pour les feignants. C'est fait pour les jurys qui n'ont pas le temps de lire le mémoire et qui sont contents de la note de synthèse. Éliminons cette note de synthèse et rendons au mémoire tout le lustre qu'il doit mériter et donnons à notre diplôme la reconnaissance à travers tout ce que je viens de dire, qui sera valorisé par un jury qui aura fait toutes les procédures normales pour rendre leur jugement le plus fiable possible, ce qui n'est pas, malheureusement, le cas actuellement à travers les dernières sessions que j'ai vécues. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention et je donne rendez-vous à mes candidats dès demain matin et dès demain et dès la semaine prochaine pour travailler les soutenances individuelles en vous promettant de vous faire d'abord, lors du premier rendez-vous, un exposé de 10 minutes pour ceux qui ont préparé le mémoire avec moi. Merci de votre attention et bon dimanche à tous. Bon dimanche, Francis. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Très bientôt.